Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'interface adaptive avec la VCL et d'une manière générale un petit peu la même chose que ce que je vous ai dit le mois dernier concernant FireMonkey, en mettant en avant ce qui fonctionne sur la VCL. Ce que j'entends par interface adaptive, c'est un petit peu le même modèle que pour les sites web, où on parle de mobile first et de responsive design et autres notions qui sont simplement le fait que l'écran s'adapte en fonction, enfin les écrans ou l'affichage s'adapte en fonction de la taille de l'écran sur lequel ça s'affiche. Alors évidemment avec FireMonkey et le multiplateforme, donc les smartphones et tablettes, on a forcément des multitudes de tailles d'écran différentes. Sur la VCL, on programme normalement pour Windows, et donc on fixe nos tailles de fenêtres. Donc la question d'adaptativité, je sais plus. En gros, la question d'avoir une interface qui s'adapte toute seule à la taille d'écran, elle se pose moins, mais en fait elle se pose quand même maintenant avec les écrans 4K et les histoires d'accessibilité au niveau du système d'exploitation, notamment la loupe, et la possibilité d'afficher un pourcentage plus important les textes et tout ce qui est à l'écran. Donc je vais revenir sur les caractéristiques principales des composants dans la VCL, et puis on repartira sur quelques exemples de panels et autres fonctions qui permettent de travailler comme ça. Alors, il faut juste que... Voilà. Donc, qu'est-ce que la VCL? Les composants, la hiérarchie des parents-enfants des composants. Enfin, ça, normalement, vous connaissez tous, puisque, a priori, vous êtes tous déjà des développeurs Delphi. Donc, ce sont des notions qui ne doivent pas vous échapper. Si vous débutez, n'hésitez pas à poser vos questions aussi à Maxime. Vous les posez ensuite sur le site, enfin, sur le forum de développer.com, puisqu'on est... je pourrais y répondre, et puis il y a suffisamment de monde sur place pour répondre à toutes les questions aussi que vous vous posez. Petit rappel sur les webinaires précédents. Donc, si vous voulez consulter la liste des précédents webinaires auxquels j'ai participé ou qui ont été organisés par Bernstein, vous les avez soit sur la chaîne YouTube de Maxime, soit depuis cette URL-là qui renvoie en fait sur mon blog, c'est-à-dire sur cette page où je liste tous les webinaires auxquels j'ai participé, et avec les liens vers les vidéos, les PDF, enfin la présentation, et puis éventuellement les sources quand il y en a. Donc évidemment celui-ci sera aussi disponible sous cette forme-là dès qu'on aura pu redécouper la vidéo et la mettre en ligne. Et puis vous trouverez sur le site, enfin sur le blog, les dates et les liens d'inscription pour les suivants. Donc a priori plutôt à partir de septembre, puisque sur juillet-août, il semblerait que nous soyons tous en vacances, ou presque. En fait, c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas pour cette série mensuelle. Donc, la VCL, c'est la librairie, enfin le framework de composants historiques de Delphi. Donc, c'est ce qui avait été créé par Borland à l'époque où Delphi est sorti, pour pouvoir faire des interfaces utilisateurs facilement dans Windows, et pour pouvoir interfacer facilement des écrans avec des bases de données. Donc en VCL, on a trois types de composants, des composants non visuels, qui sont par exemple des connecteurs aux bases de données ou des timers et autres choses qui ne génèrent pas d'affichage. Des composants visuels, ce sont tous les champs qui sont à l'écran, et des composants visuels rattachés aux données. Ce sont tous les DB quelque chose qui n'existent pas en FireMonkey, mais qui sont bien disponibles en VCL pour les rattacher à des tables, des queries, enfin d'une manière générale à des sources de données ou des datasets. Donc ça... Oui, et donc la VCL c'est essentiellement pour Windows, mais vous avez la possibilité de trouver des outils tiers qui vous permettraient de compiler pour Mac ou pour Linux maintenant à partir d'un projet VCL. Alors c'est jamais du 100%, ça se base sur des API et du remappage d'API Windows, ou plutôt des unités Pascal fournies qui se greffent sur les API de Windows pour les faire fonctionner sur d'autres OS, mais évidemment... si vous utilisez vous-même des API propriétaires dans vos applications, il faudra que vous retravailliez ces parties-là pour compiler pour Mac et pour Linux. En tout cas, la VCL telle qu'elle est fournie par Embarcadero et qui a priori n'a pas de raison de bouger, reste pour Windows et pour des applications qui suivent l'évolution du système d'exploitation de Microsoft. Donc les composants, je les dis rapidement. Alors, les composants non visuels, on peut les utiliser quasiment partout, sur la VCL, FireMonkey, IntraWeb ou d'autres frameworks de fiches, ou sans écran. Les composants visuels, eux, par contre, ne fonctionnent qu'avec la VCL, pour les composants issus de la hiérarchie VCL. Alors, dans
On a une notion de hiérarchie dans les composants. On en a une qui sert pour la création et la suppression des objets. En général, tous les objets créés dans le concepteur de fiche sont rattachés à la fiche elle-même, et puis ceux qu'on crée par programmation peuvent être attachés à la fiche ou à un autre composant. Ça permet, quand la fiche se supprime, ou quand on sort de l'écran et qu'on la retire, ou quand on ferme l'application, que toutes les zones mémoire qui ont été allouées se suppriment proprement toutes, et de façon automatique. La deuxième hiérarchie, c'est le parent-enfant, et qui en fait se voit dans l'EDI à ce niveau-là, dans la structure. Alors je vais créer un projet VCL ici, on est sur Delphi évidemment. Alors ce que je dis aujourd'hui, il fonctionne aussi pour C++ Builder, hein, évidemment, puisque les composants eux-mêmes ont le même fonctionnement. Donc, puis comme je ne vais pas coder, c'est valide pour les deux environnements de développement, enfin les deux langages. Donc la structure par enfant, on la voit ici, en fait. Hein. Si je rajoute dans la fiche des labels, hop. Donc là j'ai rajouté 3 composants, ils sont rattachés à la forme en tant que parents. Et en fait cette hiérarchie parent-enfant permet de savoir où s'affichent les composants par rapport à un autre. Donc en gros, quand on a un composant qui est parent d'autres composants, tous les composants dont il est parent sont à l'intérieur de lui-même. Je peux le refaire différemment. Le label, en fait, son parent, c'est la fiche. Donc tout ce qui est coordonnées, alignement et autres se calcule par rapport à son parent, donc par rapport à la fiche. S'il était dans un panel, bah, ce serait le panel son parent, et ainsi de suite. Cette hiérarchie-là, en fait, dans la VCL, elle a très peu de niveaux. En FireMonkey, tous les composants peuvent être parents d'un autre composant, donc on peut les enchaîner les uns dans les autres. Ici, il y a une série de composants qui servent à ça, et on ne peut pas en déroger. Après la notion de parent-enfant, on a maintenant les histoires de positionnement. Donc le premier niveau de positionnement, ce sont les encres. Alors, je rappelle juste comme ça, l'idée c'est quand on fait ça, ou quand on change l'écran, quand on passe en plein écran, que le contenu de la fenêtre s'adapte tout seul, et reste lisible de préférence. Donc pour ça, on a l'ancrage. Alors le premier niveau pour la présentation, par exemple sur la grille, je vais l'ancrer à droite aussi. Et du coup, quand je bouge ma fenêtre, il y a le côté droit de la grille qui garde le même espace par rapport au bord droit. Alors évidemment, si je réduis trop, ça disparaît. Ça, il faut le gérer si on joue à ça. Et pareil avec l'ancrage en bas, donc par contre, je vais réduire un petit peu ça. Je refais un ancrage bottom aussi, et donc si je grandis, ça s'adapte. Donc ça, c'est une solution pour pouvoir adapter un écran en fonction de la taille de la fenêtre. Par contre, il ne faut pas le faire partout, parce que là, le edit, par exemple, si je l'ancre en bas aussi, il s'agrandit, mais il s'agrandit sous la grille, où il se rétrécit trop. Donc les ancrages, il faut y réfléchir quand on les met en place par rapport à la fiche complète, et d'une manière générale par rapport à un parent, puisque ça joue aussi. Donc là, je vais les enlever. Celui-ci, je vais le laisser comme ça, c'est très bien. Par contre, je vais le mettre là. Et hop. Voilà. Donc on a les encres qui existent aussi en FireMonkey. Hein. Donc on peut ancrer le côté gauche d'un composant par rapport au côté gauche de son parent, le haut par rapport au haut du parent, et ainsi de suite. Et quand je dis par rapport au haut et au bas du parent, à gauche et à droite, c'est en fait par rapport à la zone d'affichage dans le parent. Donc qui dépend du padding, qui est la marge intérieure du parent. Alors après les encres, on a les alignements. Donc ça, on peut en VCL aligner en haut, en bas, à gauche, à droite, ou en client, pas centré, contrairement à FMX. L'alignement none, on laisse le composant positionné en top et left, donc en position X et Y en gros, avec des coordonnées. Et le custom, en fait, on va permettre de faire un alignement personnalisé qui sera géré par programmation. Et donc pour ça, il y a deux méthodes au niveau du parent qu'il faut surcharger pour gérer les alignements custom de leurs enfants. Et ça, c'est plutôt bien expliqué dans la doc. Donc faut pas hésiter à se reporter sur le doc wiki pour voir. Et enfin, on a les histoires de marge. Donc on a la marge extérieure, donc la propriété margins, et la marge intérieure qui est la propriété paddings. Alors la marge intérieure ne fonctionne que dans un
conteneur, donc un composant qui peut accepter d'autres composants en tant que fils. Le margin fonctionne pour tous les composants, puisqu'en fait ils peuvent tous se positionner les uns par rapport aux autres et avoir un écart entre eux calculé automatiquement. Par contre, pour que les marges extérieures, donc le margin, s'applique en VCL, il faut cocher, enfin il faut mettre à true la propriété booléenne align with margins. Si vous ne le faites pas, vous pouvez autant que vous voulez changer les marges, elles ne changeront pas. Et donc la marge intérieure, la seule chose à savoir, c'est que en fait ça gère, enfin ça joue sur tout ce qui est aligné à l'intérieur du conteneur. Donc là, j'ai juste vous en montré un exemple. Là, dans la fiche, normalement, j'ai les marges aussi, mais hop. Donc le margin de la fiche, il ne sert pas à grand chose, hein, parce que la fiche elle-même n'a pas de composants autour. Par contre, son padding, on va jouer dessus après avoir positionné les composants. Donc là, le label, je vais le mettre en top. Donc je l'aligne en hauteur. Le edit, je le mets en top aussi. Donc comme ils sont créés dans l'ordre label et ensuite edit, ils se positionnent comme ça. Si on veut les déplacer, il y a juste à faire comme ça. L'ordre de création joue sur l'ordre d'affichage. Et la grille, je vais la mettre en client sur la totalité. Et donc dans ma fiche, alors là j'y reviens par la structure, je vais changer ses marges intérieures, donc son padding. Ici. Et donc je vais mettre 10, 10, 10, 10. Et donc là on a bien l'alignement qui se décale par rapport aux marges intérieures du composant parent. Là sur mon label, je vais rajouter un margin, histoire de l'écarter de son edit. Donc je viens sur le label, le margin il est là, et donc je vais changer le bottom. Et là, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, il faut cocher la case. Et donc pareil pour le edit. Bottom aussi, en 10. Voilà. Donc là, j'ai des composants qui sont espacés les uns des autres, qui s'adaptent tout seuls à la taille de l'écran, en jouant avec les marges et les positionnements, et les alignements automatiques. Et là, en l'occurrence, les alignements ne tiennent pas compte des encres, puisqu'ils écrasent les encres. Donc là, si j'avais mis une encre au niveau du edit, ici, je l'encre de tous les côtés, pas de bol, ça va par-dessus. Alors ça ne devrait pas. Yep. Okay. Bon, il faut croire que ça a changé par rapport à mes habitudes. Donc c'est pas grave. D'une manière générale, si vous utilisez l'un, évitez d'utiliser l'autre quand ça fonctionne. Donc on a les encres, les alignements et les marges. Et donc maintenant on va voir les conteneurs qui existent en VCL. Donc il y en a plusieurs types. Alors la fiche, évidemment, les cadres, qui sont des fiches un peu particulières, les scrollbox, les custom panels et leurs descendants, les custom groupbox et leurs descendants, et puis ensuite vous avez les toolbars, status bar, custom tab control, multiview et plein d'autres, qui sont en fait des composants qui contiennent un panel dans lequel ils peuvent eux-mêmes stocker d'autres composants. Donc le plus classique, la fiche, vous l'utilisez partout, le T-form, il n'y a rien à en dire en particulier aujourd'hui. Là, en l'occurrence, tout le monde s'en sert, donc c'est celui qui va servir à gérer la taille réelle de l'extérieur. Le cadre, donc là je vous incite à aller faire un petit tour sur le webinaire du 22 février, dans lequel j'en parlais en parlant de composants sans faire de vrais composants. En fait, le cadre, c'est une fiche qui n'est pas autonome. Au niveau de l'EDI, ça se comporte comme une fiche, et on peut l'intégrer en tant que composant sur une vraie fiche. Du coup, en fait, on peut créer un assemblage de composants qu'on stocke dans une frame, et qui se comporte comme si on avait un TEdit ou autre chose dans les formes derrière. À l'utilisation, ça reste l'équivalent d'un composant visuel. Donc là, pareil, en fait, il y a aussi des histoires de marge dedans, comme n'importe quel composant conteneur. Ensuite, on a les scrollbox. Alors le scrollbox, c'est simple, c'est une zone dans laquelle on peut mettre des composants
visuel et qui a un ascenseur horizontal ou vertical en fonction du besoin. La petite particularité de la Scrollbox, c'est qu'elle a une taille physique qui dépend de son parent, et à l'intérieur de la Scrollbox, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc on ne définit pas la taille maximale dans la Scrollbox. Du coup, quand vous avez une Scrollbox dans une fenêtre qui peut changer de taille, pensez à aligner aussi vos composants à l'intérieur de la Scrollbox ou vous arranger pour que celle-ci ne puisse pas trop changer de taille pour pas exploser votre affichage. Parce que là, par exemple, ici, j'enlève ma grille, je mets une Scrollbox, pardon, une Scrollbox, ouais. Scrollbox, voilà, que je remets en total, ici. Donc là, elle s'adaptera, hein. Je vais juste réduire un peu la fenêtre histoire de mettre des choses dedans. Je vais mettre un mémo, le DB grid de tout à l'heure, et puis voilà. Donc par défaut, tout apparaît centré par rapport à la zone. Je suis bien dans ma Scrollbox au niveau de la structure, et dedans j'ai deux boutons, une grille, un edit et un mémo. Donc si je déplace mon bouton, il ne peut pas sortir parce il dépend de son parent. Et quand il sort de l'écran, en fait, les ascenseurs apparaissent. L'ascenseur apparaissant en fonction de la largeur et de la hauteur de la zone dans laquelle ça apparaît. Donc méfiez-vous, si vous avez des fenêtres qui peuvent bouger comme ça, n'hésitez pas à mettre un scrollbox de base à la racine, donc en tant que fond d'écran, pour mettre directement tous vos composants dedans et puis laisser les utilisateurs faire ce qu'ils veulent derrière. Ce qui évitera d'avoir des choses qui disparaissent de l'écran alors qu'elles ne devraient pas. Genre ça. Donc bien pratique. Par contre, vous ne gérez pas la taille à l'intérieur de la scrollbox, donc si vous voulez un truc fixe, alignez tout, ou alors à ce moment-là, utilisez les encres par rapport à la scrollbox. Ici. Ensuite, on a les classiques, hein, les panels et leurs différentes versions. Donc, je vais les reprendre un par un. Le T-panel, c'est donc une zone classique, c'est le premier conteneur de base, en fait, avec le groupe box, qui utilise juste une zone grise, qui peut avoir une bordure intérieure et extérieure, et puis qui permet de mettre les composants à l'intérieur. Ensuite, on a un flow panel, qui est pas si vieux que le T-panel, qui simule en fait un alignement des composants passés à l'intérieur. Donc c'est un petit peu le fonctionnement des divs en HTML. Et on a, pour finir sur cette page-là, un grid panel. Donc je vais vous les montrer tous les trois. Enfin, le panel classique, ça sert pas à grand-chose, mais pour la forme. Hop. Donc là, je peux avoir un panel d'un côté, un panel ici, et puis un troisième ici. Celui-là, je vais mettre à gauche. Celui-là à droite. Et le troisième, je le mets en client. Et donc là, en fait, si on joue avec ça, on a celui qui est en L client qui s'adapte. Les deux autres ne bougent pas. Du coup, à un moment ou à un autre, il peut se retrouver écrasé les uns par rapport aux autres. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de sortir aussi le split. Parce que le splitter, en fait, permet de changer. Voilà, ici, puis je vais en mettre un deuxième. Un deuxième ici, alors lui, le deuxième splitter, je le fous à droite. Pardon. Hop, sur la fiche, aussi. Donc là, je le mets là. N'hésitez pas sur le bon parent. Hop. Voilà. On va y arriver. Pardon, autant pour moi, il est en right celui-ci. Voilà. Donc là j'ai trois zones. Je peux adapter la taille de la fenêtre. Donc les trois bougent ensemble. Et si je l'exécute, voilà, ça va déjà l'enregistrer sur le disque dur.
Donc là, si je bouge, donc ça bouge les trois. Là, le fait d'avoir mis un splitter permet de déplacer l'un ou l'autre. Donc ça peut être aussi une solution dans vos interfaces, suivant ce que vous faites, pour laisser la main à l'utilisateur, et éventuellement, quand vous fermez la fenêtre, pensez à enregistrer les positions des différents éléments. Ça permet de réafficher la même chose, et gérer aussi le fait que ça passe l'un par-dessus l'autre. Ce sera toujours mieux que de le laisser faire. Parce que là, une fois que c'est fait, c'est foutu. Voilà, et du coup, quand on met des composants à l'intérieur, il faut les adapter dans son panel, enfin dans leurs parents. Bouton ici, ici, un edit, un label, et là. Donc le panel qui est là, je le mets là, il sera en top. Et le gros box, il sera en... le edit, il sera en top aussi avec son label. Et là, les deux boutons, on va les mettre en bottom. Pour le fun. Voilà. Et donc là, en jouant avec les tailles, on peut arriver à avoir quelque chose qui se débrouille de manière générale. Alors évidemment, comme c'est le cas avec FMX, FireMonkey, n'oubliez pas que ce que vous faites est censé être lisible. Hein. Donc n'hésitez pas à empiler les choses les unes dans les autres, des panels dans des panels, mais faites en sorte que chacun puisse s'adapter par rapport à la zone dans laquelle il est, et pas juste travailler par rapport à la fenêtre complète. Parce que là, par exemple, si je cache celui-ci, le panel 2 va prendre toute la largeur. Et si le panel 2 est caché, les deux autres resteront là, donc il y aura un trou entre les deux. Donc, gérez ce genre de choses autant que possible, suivant ce que vous proposez aux utilisateurs. Donc, le panel, c'est le classique. Ensuite, le flow panel. On va faire une nouvelle fiche. Non. Hop. Je virer celui-là. Allez, hop. Donc, flow panel. Ici, je vais le mettre en client aussi. L'avantage, c'est que le DI permet de voir directement ce qu'on fait. Donc là, je vais réduire. Voilà. Donc le flow panel layout, en fait, il a une propriété qui permet de dire dans quel ordre sont gérés l'affichage de ces contenants, enfin de ces composants enfants. Alors, propriété qui se trouve ici. Là, voilà, le flow style. Donc on a tous les angles possibles. Hein. Bottom, top, left, right. Donc on les met ici, puis on les empile vers le haut. Et puis après, si on déborde, il passe à la colonne suivante, et ainsi de suite. Et la même chose à droite, et ainsi. Voilà. Donc vous pouvez faire joujou comme vous voulez. Ça peut servir de barre d'outils ou de zone avec débordement si vous le désirez. Hop. Et l'avantage, c'est que ça gère tout seul sa zone d'affichage. Par contre, il ne change pas la hauteur du panel, ni sa largeur. Donc à vous de faire en sorte qu'elle soit suffisamment grande pour bien contenir tout ce que vous voulez mettre dedans, ou d'y caser un scrollbox. Parce que là, si je mets un T-scrollbox ici, je vais déplacer tous les boutons dedans. C'est une mauvaise idée, ça ne marchera plus. Autant pour moi, c'est dans l'autre sens. C'est le scrollbox qui doit contenir le flow panel. Et ici, voilà, le flow panel dans le scrollbox. Le flow, il sera en client. Oui, et le scrollbox, il sera en client aussi. Voilà. Donc, si je fais ça, je vais avoir les ascenseurs qui vont apparaître quand je déborderai. Sauf que ça le fait à l'exécution. Donc là, c'est le genre de choses qu'on fait aussi assez régulièrement en FireMonkey, puisque on empile les layouts dans les layouts. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il est toujours en... Oh, ça c'est rien. Voilà, donc là, normalement, je devrais avoir l'ascenseur qui apparaisse. Et il en veut pas. Mince. Oui, c'est normal.
j'ai une bêtise, c'est parce que je l'ai mis en... client, donc il s'adapte aussi, alors qu'en fait il faut le mettre sans alignement et qu'il soit juste avec sa propre taille. Voilà. Et voilà. Donc ça... Comprenez le principe. Et donc si je le mets là, et que je fais un ancrage à droite, donc on va avoir l'ascenseur horizontal qui n'apparaîtra jamais, par contre l'ascenseur vertical va normalement... C'est l'inverse. Oui, c'est ça, c'est l'inverse. L'ascenseur vertical n'apparaît pas puisqu'en fait la largeur se débrouille. Et par contre, l'autre apparaît correctement quand on se déplace. Donc on avait le flow, on a aussi donc le grid. Alors le grid panel, en fait, lui, il fait une grille, et tout simplement il rajoute un composant par case. Donc hop. Et donc si on déborde, bah, il rajoute une ligne ou une colonne, selon les cas. Alors après on peut choisir la taille des colonnes. Même problème que sur... Enfin même problème. Même subtilité que sur FMX. Là j'ai trois lignes. Je veux que ce soit tout en pourcentage, donc je vais changer la propriété après les avoir sélectionnés en haut. Donc je mets en pourcent, et ici je mets 33. Et il passe en 41. Donc c'est l'un des cas, hop, tant pour moi, voilà. L'un des cas où après avoir enregistré le projet, il ne faut pas hésiter à faire un clic droit ici, aller dans le concepteur en texte, et modifier directement ce qui vous intéresse, parce que le recalcul automatique des tailles est rarement à l'image de ce qu'on veut faire. Donc là il faut mettre 33 et puis mettre le bon nombre de chiffres pour les zéros, attention. N'en oubliez pas, sinon il ne pourra pas le réinterpréter derrière et il plantera la fiche. Donc voilà pour les trois premiers. Ensuite, nous avons un T-catégorie panel groupe. Alors lui, il est plutôt sympa parce qu'il permet de faire des boîtes qui se déplient, qui se replient. Repasser en Alt F12. Hop. Donc pareil, je vais enlever celui-ci. Et donc dans le catégorie panel groupe, clic droit, nouveau panneau, et on peut en mettre autant qu'on veut. Après il faut les cacher, tout replier. Voilà, et donc je vais ouvrir le 2 par exemple. Alors il est où? Là-haut, collapsed, non. Et dedans, bah, j'ai mis ce que je veux. À l'intérieur, c'est un panel classique, hein, donc ce qu'on a envie de mettre. Et évidemment, ils peuvent avoir une hauteur qui dépend de leur contenu, puisqu'on la fixe nous-mêmes. Le tout pouvant s'adapter aussi, pareil que d'habitude, avec l'alignement ou les positionnements en dur. Donc là, je me remets en top, client. Voilà, et si j'exécute, bah, j'ai les différents panneaux qui s'ouvrent ou qui se ferment, qui permettent d'entasser plein de composants en plus. Un petit peu comme on l'aurait fait avec les onglets, mais en version verticale. Donc ça change un petit peu en termes de look. Vient ensuite le T-relative panel. Alors lui, je ne vais pas vous montrer comment il fonctionne parce que il faut tout faire par code. Vous avez une démonstration au niveau des samples dans Delphi. Au projet exemple, c'est celui-ci. Donc dans Objet Pascal, on est en VCL et on a un Relative Panel qui est ici. Voilà. Donc là en fait c'est un panel qui permet de positionner les composants à l'intérieur de lui, les uns par rapport aux autres. Et en fait tout se fait par code. Donc on a pour chaque position la possibilité de lier un composant par rapport à un autre en le mettant à gauche, à droite, en haut, en bas et ainsi de suite. Et donc en modifiant dans la collection de composants visuels attachés au panel,
spécifier qui est où par rapport à quoi. Donc ici, is right. Donc là, le checkbox est aligné. Est aligné par rapport au fait qu'il soit checké ou pas. Donc là, c'est l'alignement par rapport au panel lui-même, et ensuite on a des alignements par rapport à des composants que je ne retrouve pas évidemment dans le source. Collection tag, add into top, non. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc là, par exemple, le combo, il est aligné, enfin, il est centré verticalement par rapport à celui-ci. Donc ça donne ça. Alors évidemment, si on touche à ce genre d'alignement, on peut avoir des trucs un peu bizarres. Donc là, il sera donc là, je suis sur le edit, le bouton, le shape. Hein. Donc là, le edit, il sera à gauche du bouton ou du shape ou aucun. Et du coup, il reprend pas sa position puisque évidemment, c'était pas géré. Par contre, ils ont fait un drag and drop à l'intérieur de la zone pour qu'on puisse les déplacer puis refaire je joue avec. Donc là, mon edit, je vais le mettre au-dessus, donc top. Top, il est là, donc c'est above du bouton, et il sera centré à gauche. Right, left, c'est le bouton, voilà. Donc là, il est aligné avec le bord gauche du bouton, et il est au-dessus du bouton. Donc si je déplace le bouton, le edit se déplace, et pareil dans l'autre sens. Donc ça, c'est parce que c'est sur un T-relative panel. Donc vous pouvez l'utiliser si vous voulez que votre interface se débrouille et que les composants sont rattachés les uns aux autres sans passer par un panel ou un groupbox derrière. Ça permet de faire plein de trucs plutôt sympas, mais il faut les coder, parce que dans le concepteur de fiches, on n'a rien du tout pour gérer ce genre de choses. Je vais revenir au suivant, voilà, et ensuite ben, on a le tstack et le tcard panel. Alors le tstack, hop, tout fermé, je vais ouvrir l'autre projet. Donc le stack panel, en fait, il permet de gérer les choses sous forme de piles. Voilà. Et donc il a un contenu, alors pas d'ascenseur par contre. Donc il a un contenu et il se contente de le mettre en alignement comme ça. Alors par contre, on peut aussi les aligner dans l'autre sens. C'était où que je retrouve la propriété en question. Left, top vertical. Voilà. Donc là, en horizontal, on peut les mettre en fil, center ou autre. Voilà, malheureusement, je l'ai modifié, donc c'est trop tard. Hop, je vais changer leur taille. Voilà. Donc on peut positionner la totalité sans changer forcément la taille, parce qu'en fait les alignements changent la taille complète du composant sur lequel on fait un alignement. Là il permet de le faire sans changer leur largeur ou hauteur. Et en vertical on avait la même chose, donc là on est centré ou on n'est pas centré. Donc ici, hop, si je me mets en bottom, ils auraient dû se descendre. Voilà. Bon, petit souci. Et le top ne marche pas non plus. Bon, bah apparemment il n'y a que l'horizontale qui fonctionne correctement. Voilà, en tout cas le stack permet de jouer avec, à empiler des composants les uns sur les autres. Et le dernier, stack, c'était le card. Alors lui ça correspond en fait aux onglets, mais sans barre d'onglet.
En fait, il y a aussi un exemple. Alors lui, par contre, l'exemple, il est disponible sur Getit ou directement ici. Je ne sais plus si je l'avais installé, c'est pas le cas. Ça va être l'occasion. Alors Getit, je le rappelle, c'est un magasin de composants et d'exemples et de produits additionnels qu'on peut utiliser. Voilà, donc là sur cet exemple-là, on a des cartes. Donc là, en l'occurrence, j'ai un carte panel qui contient 5 cartes qui contiennent elles-mêmes des images. Donc de la même façon que sur les onglets, en fait, on peut remplir et mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Et quand on le lance, on peut gérer l'affichage de Active Card en fait de chaque truc. Et quand on clique sur la gauche ou sur la droite, on peut, enfin quand on fait défiler avec la souris, oups, je suis sorti du programme. Oui c'est ça, quand on fait défiler, donc je clique et je vais dans un sens ou dans l'autre, ça change d'onglet en fait, de card. Donc c'est pour pouvoir gérer le, enfin c'est vrai que c'est le sweep. C'est pour pouvoir gérer des choses tactiles plus simplement que ce qu'on fait avec un truc à onglet, pour afficher des photos, pour d'autres utilisations. Ça peut être pratique. Voilà, donc ça c'était pour les panels. Et donc on va passer aux box. Je vais accélérer un petit peu. Donc on a ensuite le T Custom Group Box qui contient en fait qui est l'ancêtre de 3 composants, le T Group Box, le T Radio Group et le T Button Group. Donc le T Group Box c'est un panel avec un cadre et un titre. Le Radio Group ne contient que des boutons radio qui ont le même groupe et du coup ça permet de faire un oui non ou un truc comme ça sans s'embêter à savoir où ils sont. Et le T Bouton Group en fait est un groupe de boutons, tout bêtement comme son nom l'indique. Donc hop, on va ouvrir là. Donc Groupbox, vous connaissez a priori, c'est un panel donc avec un cadre et le titre en haut. Alors, le Radio Group, évidemment, c'est créé dans le Groupbox puisque c'est lui qui a été sélectionné. Hop, ici, là. Donc là, par exemple, radio, vous étiez. Thèmes, ils sont là. Voilà, donc là j'ai un certain nombre de valeurs et je peux les mettre éventuellement sur 2 ou 3 colonnes. On va dire 5. Et il gère donc des boutons radio par rapport à des textes. Et ensuite, c'est l'item index qui permet de savoir lequel est activé. Ça permet d'éviter de créer nous-mêmes un certain nombre de boutons radio dans la fiche. Là, c'est un conteneur qui gère les infos lui-même. Et donc, pareil pour les boutons, en fait. Hop. Alors, qui s'est créé à l'extérieur, donc c'est bien. Et donc là, par contre, on a un éditeur d'éléments qu'on peut créer un certain nombre de boutons. Mais eux, par contre, ils sont affichés les uns à côté des autres. Contrairement aux stack panel qui les affichent les uns au-dessus des autres. Alors, on avait un affichage ici. Où il était bouton ici. Donc là, je peux changer la hauteur du bouton et la largeur. Donc la largeur, je vais dire 100. Voilà. Et puis ensuite, on peut éventuellement mettre le texte ou pas le texte. On peut changer le type d'affichage de chaque bouton, évidemment. Donc là, hop. Voilà. Et si j'exécute ça, ça donne des zones cliquables en fait, sur lesquelles on a une action possible. Voilà, donc là on a vu à peu près les composants de base pour le conteneur. Et donc si vous voulez faire une interface utilisateur qui s'adapte, il va falloir que vous jouiez avec cela. Vous pouvez aussi utiliser le multiview qui permet d'avoir un panel par-dessus le reste. Alors le multiview c'est sur FMX, je ne sais plus comment il s'appelle sur FireMonkey.
Enfin, il y a l'équivalent. Il y a l'équivalent, et évidemment, je l'ai oublié en route. Bon, je remettrai son nom sur le blog. C'est pas grave. Donc en fait, c'est un truc qui, quand on clique dessus, il s'ouvre par-dessus ou en décalant le reste, et ça permet de gérer l'affichage et d'avoir un menu qui surgit en fait, si on le veut. Voilà pour ces composants. Donc n'hésitez pas à en abuser quand vous travaillez avec ça. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors pas de questions, ou alors plus Maxime. Ici, je suis toujours là, Patrick. Il n'y a pas de questions en fait. Non. Bon, bah, on va pouvoir conclure dans ce cas-là. Du coup, donc on mettra la rediff sur le blog et sur YouTube dès que possible. Et puis, en fait, il y aura donc théoriquement d'autres présentations à partir de septembre qui reprendront. Soumettez-nous vos idées, parce que là, on en a quelques-uns en liste. Mais, il y a déjà, excuse-moi, Patrick, je te coupe. Il y a déjà un webinaire prévu. En fait, on va communiquer les dates de Grégory Berceger qui nous fera la même présentation qu'il a fait à Nantes, donc sur avec des petites évolutions sur la 3D, donc et sa carte. Ouais, donc il y a pas mal de petites choses qui sont prévues là-dessus. Plus, oui, c'est vrai, des sujets qu'on attend pour des prochains webinaires avec Patrick. Donc là, on est effectivement complètement disponible, ouvert à toute suggestion. Enfin, après, on en proposera parce que il y a pas mal, notamment il y a pas mal d'attentes, je dirais, notamment sur RAD Server, et on a pas mal de questions régulièrement. Donc, moi, j'en ai tous les jours. Donc, je pense que ce serait pas mal de faire un webinaire là-dessus. Oui, à mon avis, il y a de la matière, surtout avec ce qui arrive dans la liste 3.2. Ouais. Alors je viens de lire une question par contre, Patrick, justement, pardon. Le carte panel est plus pour le tactile en fait, donc point d'interrogation, différence avec le page control. Effectivement, le carte panel gère lui-même le fait de glisser, donc permet de passer d'une carte à l'autre. Donc c'est plus pour les affichages qu'on a, enfin c'est l'équivalent des affichages qu'on a en haut des sites web maintenant, avec les différentes rubriques qui s'enchaînent toutes seules. Donc on peut gérer comme ça. Le page control, c'est plus pour des pages qu'on veut gérer nous par programmation. Sur les Windows tactiles, on a le défilement qui se fait tout seul. D'accord, merci. Pendant l'été, on va, c'est vrai que les webinaires vont rester un petit peu en vacances, hein, pour jusqu'à la rentrée de septembre, mais je pourrais déjà communiquer la date parce qu'on a déjà en fait début septembre du prochain webinaire. Et puis il y aura peut-être pas mal de choses peut-être à dire sur la 10.3.2. On pourra faire des petites présentations en attendant les réelles présentations en live. Et puis voilà, si vous avez des questions, il est encore temps. Je pense que Patrick est encore disponible. J'en vois pas. C'est que la présentation était certainement très très claire. Ou alors tout le monde est achevé par la canicule. Pour les malheureux qui n'ont pas de clim, dont je fais partie. Et ok. Bon, sinon, donc je te remercie Patrick, donc encore pour ce webinaire. Et puis donc je vais clôturer en disant que voilà, on reste pour quelques semaines sans webinaire, mais toujours disponible si vous avez des questions. Vous avez évidemment nos coordonnées, donc les miennes et celles de Patrick, donc il n'y a pas de problème. Et puis en attendant, je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Restez voilà, avec une clim, ça pourrait être ça pourrait être pas mal. Et puis je dis à bientôt à tout le monde, et encore merci Patrick. Voilà, à très bientôt. Bon été.